Avril 1918, Villers-Bretonneux. Alors que les Britanniques et les Américains se font massacrer par les nouvelles tactiques allemandes, perdant 178 000 hommes en quelques semaines, les Allemands rédigent des manuels d'urgence avec un avertissement clair: l'infanterie française est la plus dangereuse à affronter au combat rapproché. Mais comment une armée saignée à blanc à Verdun, avec moins d'hommes et d'équipements que ses alliés, est-elle devenue la seule force que l'armée allemande craignait vraiment? Le soleil se lève sur un paysage de mort et de boue, les lignes alliées s'effondrent comme un château de cartes sous le vent. Les Allemands avancent. Ils avancent vite. Ils avancent comme jamais depuis le début de cette terrible guerre en 1914. En seulement 2 semaines, leurs soldats ont parcouru 60 kilomètres à travers les champs de France. 60 kilomètres de terre conquise, village après village, tranchée après tranchée. Les explosions résonnent dans l'air froid du matin. Le sol tremble sous les pieds des soldats britanniques qui courent, paniqués, cherchant un abri qui n'existe plus. La fumée grise et noire monte vers le ciel, cachant le soleil. L'odeur de poudre brûle les narines. Les cris des blessés se mélangent au bruit des mitrailleuses. C'est l'enfer sur terre. Les tactiques britanniques ne marchent plus. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Les Britanniques attaquent en longue ligne droite, épaule contre épaule, comme des soldats de plomb sur une table de jeu. Mais les Allemands ont changé leur façon de combattre. Ils ont créé des Stoßtruppen, des troupes d'assaut spéciales qui bougent vite, qui frappent d'as au fort, qui disparaissent comme des fantômes. Ces soldats allemands ne restent pas en ligne. Ils se glissent entre les défenses alliées comme de l'eau entre les doigts d'une main fermée. Les chiffres racontent une histoire terrible. En mars et avril 1918, les Britanniques perdent 178 000 hommes, 178 000 pères, fils, frères, qui ne rentreront jamais chez eux. Les Américains, nouveaux dans cette guerre, essaient les mêmes vieilles méthodes. Eux aussi perdent des milliers d'hommes chaque jour. Leurs généraux ordonnent des assauts en ligne droite contre les mitrailleuses allemandes. C'est comme envoyer des hommes courir dans un mur de balles. Dans un petit bureau derrière les lignes françaises, un homme observe et réfléchit. Son nom est André Lafargue. C'est un capitaine de l'armée française, il a 35 ans. En 1915, une balle allemande l'a blessé gravement. Pendant des mois, il est resté à l'hôpital, sa jambe ne fonctionnait plus bien. Mais son esprit, lui, travaillait sans arrêt. Pendant sa guérison, il a écrit. Il a écrit sur la guerre. Il a écrit sur comment les soldats meurent. Il a écrit sur comment les soldats pourraient vivre. Personne ne l'écoute vraiment. Les grands généraux britanniques et américains pensent qu'ils savent mieux. Ils ont étudié dans les grandes écoles militaires. Ils ont lu les vieux livres sur les batailles d'il y a 100 ans. Ils croient que la guerre se gagne avec des lignes droites et des ordres stricts. Ils croient que les soldats doivent marcher ensemble, tourner ensemble, tirer ensemble. Comme des machines. Comme des robots sans cerveau. Le général Douglas Haig, commandant britannique, dit souvent que les soldats doivent obéir sans penser. Il veut des hommes qui suivent les ordres sans poser de questions. Le général John Pershing, commandant américain, pense la même chose. Il entraîne ses soldats à marcher en formation parfaite. Il leur dit que la discipline rigide gagne les guerres. Il refuse d'écouter les conseils des Français qui combattent depuis 1914. Mais Lafargue voit quelque chose que les autres ne voient pour moi pas. Il remarque que les soldats français survivent mieux que les Britanniques et les Américains. Il remarque que les Allemands attaquent les positions britanniques et américaines avec confiance. Mais quand ils attaquent les Français, ils hésitent. Ils avancent plus lentement. Ils perdent plus d'hommes. Pourquoi? Lafargue étudie les rapports de bataille. Il lit les documents capturés aux Allemands. Il parle avec les soldats qui reviennent du front et il découvre quelque chose d'extraordinaire.
Les Allemands ont peur de l'infanterie française, pas des Britanniques, pas des Américains, des Français. Dans un manuel tactique allemand trouvé sur un officier capturé, Lafargue lit ces mots. L'infanterie française est la plus dangereuse à affronter au combat rapproché. Leurs petits groupes infiltrent nos lignes. Ils attaquent de partout à la fois. Ils sont impossibles à arrêter avec nos méthodes traditionnelles. Lafargue s'assoit à son bureau. Dehors, la pluie commence à tomber sur la terre boueuse de France. Il tient le document allemand dans ses mains. Ses doigts tremblent légèrement, pas de peur, mais d'excitation. Il a trouvé quelque chose d'important. Quelque chose que les grands généraux alliés ne comprennent pas. Les Français ont appris quelque chose à Verdun. Verdun, cette bataille terrible de 1916 où 700 000 hommes sont morts ou ont été blessés. Verdun, où les soldats Tama français ont tenu pendant 10 mois contre les attaques allemandes sans fin. À Verdun, les anciennes méthodes ont échoué. Les lignes droites ne marchaient pas, les assauts massifs ne marchaient pas. Alors les Français ont changé, ils ont adapté, ils ont évolué. Lafargue écrit dans son cahier « Nous ne combattons plus comme en 1914. Nous ne combattons plus comme les Britanniques ou les Américains. Nous avons découvert une nouvelle façon. Une façon qui sauve des vies. Une façon qui tue plus d'ennemis. Et les Allemands le savent. Ils nous craignent maintenant. Dehors, le tonnerre gronde. Ou peut-être ce sont les canons allemands qui tirent à nouveau. Lafargue regarde par la fenêtre vers les lignes de front. Dans la boue et le feu, les soldats français combattent différemment. Ils ne forment pas de longues lignes. Ils se déplacent en petits groupes. Ils pensent de par eux-mêmes. Ils s'adaptent. Ils survivent. Mais comment convaincre les Britanniques et les Américains? Comment leur montrer que leur vieille façon de faire la guerre tue leurs hommes pour rien? Lafargue sait que ce ne sera pas facile. Les généraux sont fiers. Ils ne veulent pas admettre qu'ils se trompent. Ils ne veulent pas apprendre des Français. Pourtant, la preuve est là, écrite dans le sang sur les champs de bataille. Les Allemands craignent l'infanterie française. Pas les autres. Juste les Français. Il doit y avoir une raison. La solution commence avec un homme et une idée terrible. Avant la guerre, l'armée française croyait en une doctrine appelée l'offensive à outrance. Cela voulait dire attaquer, toujours attaquer, sans jamais s'arrêter. Les généraux français pensaient que le courage et l'esprit d'attaque suffisaient pour gagner. Ils envoyaient leurs soldats courir vers les mitrailleuses allemandes en criant et en agitant leurs baïonnettes. Des milliers d'hommes mouraient chaque jour. Les uniformes bleus et rouges des soldats français les rendaient faciles à voir et faciles à tuer. Puis vint Verdun en 1916, 10 mois d'enfer. 700 000 hommes tués ou blessés. Les anciennes idées mouraient avec les soldats dans la boue. Quelque chose devait changer. Quelqu'un devait avoir le courage de dire que les vieilles méthodes ne marchaient plus. Le général Philippe Pétain regarde la catastrophe de Verdun et comprend. Pétain n'est pas comme les autres généraux. Il écoute ses soldats, il visite les tranchées, il voit comment les hommes meurent, et il décide de tout changer. Pétain dit quelque chose que personne n'ose dire. Nous devons arrêter de gaspiller la vie de nos hommes. Nous devons combattre plus intelligemment. La nouvelle méthode française est simple mais révolutionnaire. Au lieu de longues lignes de 100 hommes marchant ensemble, les Français créent des petits groupes de combat. Chaque groupe compte 8 à 12 hommes, pas plus. Ces hommes apprennent à penser par eux-mêmes. Ils apprennent à prendre des décisions sans attendre les ordres d'un officier. Chaque groupe devient comme une petite armée indépendante. Mais les petits groupes ne suffisent pas. Il faut aussi les bonnes armes. Les Français donnent à chaque groupe 2 fusils mitrailleurs Chauchat. Le Chauchat n'est pas une arme parfaite. Il se bloque parfois. Il est lourd, pesant 9 kilos. Mais il peut tirer 250 coups par minute et un seul homme peut le porter.
Chaque groupe reçoit aussi des grenades VB, des petites bombes qu'on lance avec un fusil. Certains groupes ont même des lance-flammes portables, des armes terribles qui crachent du feu sur 15 mètres. Les premiers tests commencent à Verdun même, là où tant d'hommes sont morts. Les officiers français choisissent quelques unités pour essayer la nouvelle méthode. Au lieu d'attaquer en ligne droite, ces petits groupes avancent en zigzag. Ils courent d'un trou d'obus à l'autre. Ils utilisent la fumée et les cratères pour se cacher. Quand les Allemands tirent sur un groupe, les autres groupes attaquent sur les côtés. C'est comme un jeu d'échecs, pas comme une charge de cavalerie. Les résultats sont extraordinaires. Les unités qui utilisent l'Abibelament, la nouvelle méthode, perdent 40% d'hommes en moins que les unités qui attaquent à l'ancienne. 40%. Cela veut dire que si 100 hommes attaquent, 40 survivent au lieu de 24. Chaque vie sauvée est un fils qui rentre chez sa mère, un père qui revoit ses enfants. Mais les vieux généraux résistent. Ils disent que cette nouvelle méthode détruit la discipline. Ils disent que les soldats doivent obéir aux ordres, pas penser par eux-mêmes. Ils disent que Pétain va transformer l'armée française en une bande de sauvages sans contrôle. Dans les salles de réunion à Paris, les généraux âgés crient contre Pétain. Ils veulent garder les anciennes méthodes, même si ces méthodes tuent des milliers d'hommes chaque jour. Pétain ne recule pas. Il a vu trop de morts à Verdun. Il a entendu trop de cris de blessés. Il dit aux vieux généraux, « Vous pouvez garder vos anciennes idées. Moi, je vais sauver mes soldats. » Pétain a le soutien d'un homme important, le général Ferdinand Foch. Foch croit aussi que l'armée doit changer. Ensemble, ils poussent pour que toute l'armée française adopte la nouvelle méthode. La première grande application arrive en octobre 1917, à la bataille de la Malmaison. C'est une colline stratégique, près de Laon, que les Allemands tiennent depuis longtemps. Les Français décident d'attaquer avec leur nouvelle méthode. Ils préparent l'attaque pendant des semaines. Ils entraînent les soldats. Ils distribuent les fusils à mitrailleurs Chauchat. Ils créent des centaines de petits groupes de combat. Le matin de l'attaque, le brouillard couvre la colline. On ne voit pas à 10 mètres devant soi. Les petits groupes français avancent dans le brouillard comme des fantômes. Les Allemands entendent des bruits partout autour d'eux, mais ne voient rien. Quand le brouillard se lève, les Français sont déjà dans les tranchées allemandes. Le combat est rapide et brutal. Les fusils mitrailleurs Chauchat crachent leurs balles, les grenades explosent dans les abris allemands, les lance-flammes brûlent les positions fortifiées. En 3 jours, c'est fini. Les Français capturent 12 000 prisonniers allemands. Ils prennent 200 canons. Et surtout, ils perdent beaucoup moins d'hommes que dans les batailles précédentes. La bataille de la Malmaison prouve que la nouvelle méthode marche. Elle prouve que Pétain a raison. Maintenant commence le vrai travail. Toute l'armée française doit changer. Il y a 2 millions de soldats français. Chacun doit apprendre la nouvelle façon de combattre. Il faut réorganiser toutes les divisions, tous les régiments, toutes les compagnies. C'est un travail énorme. C'est comme reconstruire une maison pendant qu'on vit dedans. Les officiers français travaillent jour et nuit. Ils écrivent de nouveaux manuels. Ils créent de nouvelles écoles d'entraînement. Ils montrent aux soldats comment bouger en petits groupes. Ils leur apprennent à utiliser le terrain, à se cacher, à attaquer de côté au lieu de front. Chaque soldat doit désapprendre ce qu'il a appris pendant 3 ans de guerre. Les usines françaises travaillent sans arrêt pour produire les armes nécessaires. Les ouvriers fabriquent les fusils mitrailleurs Chauchat. Les chiffres sont impressionnants. En 1918, les usines françaises produisent 262 000 fusils mitrailleurs Chauchat. 262 000. Les Britanniques, eux, ne produisent que 30 000 fusils mitrailleurs Lewis. Les Français fabriquent presque 9 fois plus d'armes automatiques que leurs alliés. En 6 mois, entre décembre 1917 et juin 1918, toute l'armée française change.
2 millions d'hommes apprennent une nouvelle façon de faire la guerre. C'est la plus grande transformation militaire de l'histoire. Et tout cela se fait pendant que la guerre continue, pendant que les Allemands attaquent encore, pendant que les soldats meurent encore chaque jour. Lafargue observe cette transformation avec fierté. Ses idées, écrites dans son lit d'hôpital en 1915, deviennent réalité. Ses écrits sur les petits groupes de combat sont maintenant la doctrine officielle de l'armée française. Mais il sait que le vrai test vient. Les Allemands vont attaquer au printemps 1918. Ils vont lancer leur plus grande offensive et le monde verra si la nouvelle méthode française marche vraiment. Le printemps 1918 arrive avec la fureur allemande. Les Allemands lancent leur dernière grande attaque. Ils savent que c'est leur dernière chance de gagner la guerre avant que les Américains arrivent en grand nombre. Les soldats allemands sortent de leurs tranchées par milliers. Ils avancent vers les lignes françaises avec leur nouvelle tactique, leurs Stoßtruppen, qui ont écrasé les Britanniques quelques semaines plus tôt. Mais quelque chose d'étrange se passe. Les Allemands avancent de vite contre les positions britanniques et américaines. Ils prennent des kilomètres de terrain chaque jour. Mais quand ils attaquent les Français, tout change. L'avance ralentit, les pertes allemandes augmentent. Les commandants allemands envoient de rapport après rapport à leurs généraux. Tous disent la même chose. Les Français combattent différemment maintenant. Les chiffres racontent une histoire claire. En 1917, avant la nouvelle méthode, les Français perdaient en moyenne 15 000 hommes par mois. En 1918, avec la nouvelle méthode, ils perdent seulement 10 000 hommes par mois. C'est une réduction de 35%. 35% de pères, de fils, de frères qui rentrent vivants chez eux. Et cela pendant que les combats deviennent plus violents, plus intenses que jamais. Les Britanniques et les Américains ne changent pas leur méthode. Ils continuent à attaquer en longue ligne droite. Le général Pershing refuse toujours d'écouter les conseils français. Il dit que les soldats américains sont plus forts, plus courageux que les autres. Il dit que la bravoure américaine suffit pour gagner. Mais la bravoure ne peut pas arrêter les balles de mitrailleuse. En 6 mois de combat en 1918, les Américains perdent 320 000 hommes, 320 000 jeunes hommes venus d'Amérique qui ne reverront jamais leur pays. Dans les quartiers généraux allemands, les officiers écrivent de nouveaux manuels tactiques. Ces manuels parlent spécifiquement de comment combattre l'infanterie française. Un manuel capturé en mai 1918 dit ceci. Les Français attaquent par petits groupes invisibles qui infiltrent nos lignes comme de l'eau. Ils n'attaquent plus de front. Ils glissent entre nos positions. Quand nous tirons sur un groupe, 3 autres groupes nous attaquent sur les côtés et par derrière. Nos anciennes méthodes de défense ne fonctionnent plus contre eux. Un autre document allemand, trouvé sur un officier mort, contient ces mots. L'infanterie française est devenue l'ennemi le plus dangereux sur le front occidental. Leurs soldats pensent et agissent de façon indépendante. Chaque petit groupe se bat comme une unité complète avec ses propres armes automatiques, ses grenades, parfois même ses lance-flammes. Nous recommandons d'éviter le combat rapproché avec les Français quand c'est possible. Sur le champ de bataille, les soldats l'État français vivent cette nouvelle réalité chaque jour. Groupe de 10 hommes avance à travers un champ près de Château-Thierry en juin 1918. Le sergent Paul Durand mène son groupe. Il court de cratère en cratère. Le bruit des obus qui explosent remplit l'air. La terre tremble sous leurs pieds. L'odeur de cordite brûle leurs poumons. La boue colle à leurs bottes. Chaque pas demande un effort. Durand lève la main. Son groupe s'arrête et se cache derrière un mur de ferme détruit. Devant eux, à 50 mètres, une mitrailleuse allemande tire sur les positions françaises. Durand ne crie pas d'ordre. Il fait des gestes avec ses mains. Ses hommes comprennent immédiatement. 3 hommes restent derrière le mur avec un fusil mitrailleur Chauchat. Ils vont tirer sur la mitrailleuse allemande pour attirer son attention. Les 7 autres hommes, avec Durand,
vont ramper sur le côté pour attaquer par derrière. Le plan marche parfaitement. Le Chauchat commence à tirer. Ses balles frappent les sacs de sable autour de la mitrailleuse allemande. Les Allemands tournent leurs armes vers le mur de ferme. Ils tirent des centaines de balles. Mais pendant ce temps, Durand et ses 6 hommes rampent dans l'herbe haute sur le côté gauche. Personne ne les voit. La fumée des explosions les cache. Soudain, Durand et ses hommes sont juste derrière la position allemande. Ils lancent 3 grenades. Les explosions sont assourdissantes. Les cris des Allemands blessés se mélangent au bruit. Le groupe de Durand saute dans la tranchée allemande. Le combat dure 30 secondes. C'est fini. La mitrailleuse allemande est capturée. 5 Allemands sont morts. 3 sont prisonniers. Aucun Français n'est blessé. Cette scène se répète des milliers de fois sur tout le front. Les petits groupes français attaquent comme des loups chassant en meute. Ils sont rapides, intelligents, mortels. Les Allemands ne savent jamais d'où viendra la prochaine attaque. Ils entendent le sifflement caractéristique des fusils mitrailleurs Chauchat partout autour d'eux. Ce son devient le son de la mort pour les soldats allemands. Les usines françaises produisent maintenant des armes en quantité énorme. 262 000 fusils mitrailleurs Chauchat sortent des usines. Chaque division française, chaque régiment, chaque compagnie reçoit ces armes. En comparaison, les Britanniques ont seulement 30 000 fusils mitrailleurs, Lewis. Les Américains ont encore moins. Les Français ont presque 10 fois plus d'armes automatiques que leurs alliés. Cette supériorité en armement combinée avec les nouvelles tactiques crée quelque chose de redoutable. 100% des divisions françaises sont maintenant organisées selon la nouvelle méthode. Toutes, sans exception. Chaque soldat français sait comment combattre en petits groupes. Chaque officier sait comment commander ses groupes sans donner d'ordre détaillé. L'armée française, entière, est devenue une machine flexible et mortelle. Les conséquences de cette transformation sont inattendues. Les soldats français développent une initiative personnelle jamais vue auparavant dans une armée. Un simple caporal peut décider seul d'attaquer une position ennemie s'il pense que c'est le bon moment. Un sergent peut changer le plan d'attaque si la situation change. Cette liberté donne aux Français un avantage énorme. Ils réagissent plus vite que les Allemands. Ils s'adaptent à chaque nouvelle situation. Un rapport britannique de juillet 1918 observe avec jalousie: les soldats français combattent avec une liberté d'action qui serait considérée comme de l'indiscipline dans notre armée. Pourtant, ils sont plus efficaces que nos propres troupes. Leurs pertes sont plus faibles et leurs gains territoriaux plus grands. Les Allemands essaient de copier les méthodes françaises, mais il est trop tard. Leur armée est épuisée. Ils n'ont pas assez d'armes. Ils n'ont pas assez de temps pour entraîner leurs soldats. Et surtout, ils n'ont plus assez d'hommes. Chaque jour, plus de soldats allemands meurent ou sont capturés. Chaque jour, l'armée allemande devient plus faible. Dans les tranchées boueuses des Flandres, un soldat allemand écrit dans son journal en août 1918 : « Nous pouvons tenir contre les Britanniques. Nous pouvons tenir contre les Américains. » Mais les Français sont différents maintenant. Ils nous attaquent de partout. On ne les voit pas arriver. Ils sont là soudainement, dans notre tranchée, avec leurs fusils automatiques qui crachent le bess, trachent le feu. Mes camarades ont plus peur des Français que de tous les autres alliés réunis. L'odeur de la victoire est dans l'air pour les Français. La boue des tranchées sent toujours aussi mauvais. Le bruit des canons résonne toujours aussi fort. Mais quelque chose a changé. Les soldats Warsadi français ne marchent plus vers leur mort en ligne droite. Ils glissent entre les défenses ennemies comme des fantômes. Ils frappent fort et disparaissent. Ils sauvent leur propre vie en prenant celle de leur ennemi plus efficacement. Les Allemands commencent à se replier. Pas parce qu'ils manquent de courage, pas parce qu'ils manquent d'armes, mais parce qu'ils ne peuvent plus combattre un ennemi qu'ils ne comprennent pas.
Un ennemi qui ne suit pas les anciennes règles de la guerre. Un ennemi qui a appris de ses erreurs et qui est devenu plus fort. Le 11 novembre 1918, les canons se taisent enfin. Après 4 ans et demi de mort et de destruction, la guerre est terminée. Les soldats sortent de leurs tranchées. Certains pleurent, d'autres rient. Beaucoup restent silencieux, trop épuisés pour montrer de l'émotion. La fumée commence à se dissiper au-dessus des champs de bataille. Le silence semble étrange après des années de bruit constant. Mais la fin de la guerre n'est pas la fin de l'histoire. Ce que les Français ont découvert pendant ces années terribles va changer la façon dont toutes les armées du monde combattent pour toujours. Les petits groupes de combat, les escouades indépendantes avec leurs armes automatiques, l'initiative personnelle des soldats, tout cela devient la nouvelle norme. Dans les années après la guerre, les armées du monde entier étudient ce que les Français ont fait. Les généraux britanniques, qui refusaient d'écouter pendant la guerre, envoient maintenant leurs officiers en France pour apprendre. Les Américains, qui ont perdu tant d'hommes avec leurs méthodes rigides, copient complètement le système français. Même les Allemands, dans leur défaite, reconnaissent que les Français avaient raison. Un manuel militaire britannique de 1921 dit clairement « L'escouade de combat française de 8 à 12 hommes est la base de l'infanterie moderne. Chaque escouade doit avoir au moins une arme automatique. Chaque escouade doit pouvoir agir de façon indépendante. Les anciennes méthodes d'attaque en ligne ont été prouvées inutiles et coûteuses. » Les Américains vont encore plus loin. En 1923, l'armée américaine réorganise complètement son infanterie selon le modèle français. Chaque escouade américaine reçoit maintenant une mitrailleuse légère. Chaque sergent apprend à penser par lui-même et à prendre des décisions rapides. Les manuels tactiques américains de cette époque sont presque des traductions directes des manuels français de 1918. Cette transformation ne s'arrête pas là. Dans les années 1930, alors que le monde se prépare pour une nouvelle guerre, toutes les grandes armées utilisent le système français. Les Allemands créent leur propre petit groupe de combat pour la Seconde Guerre mondiale. Les Soviétiques font la même chose. Les Japonais aussi. L'idée simple d'André Lafargue, écrite dans un lit d'hôpital en 1915, est maintenant la base de toutes les armées modernes. Quand la Seconde Guerre mondiale commence en 1939, les petits groupes de combat français prouvent encore leur valeur. Même pendant la défaite rapide de la France en 1940, les soldats français, qui combattent avec ces tactiques, infligent de lourdes pertes aux Allemands. Un rapport allemand de juin 1940 note « L'infanterie française reste l'adversaire le plus difficile au combat rapproché, même dans la défaite. » Après 1945, quand les pays occidentaux forment l'OTAN, ils choisissent l'escouade française comme modèle, standard pour toutes leurs armées. Un document de l'OTAN de 1952 explique « L'escouade de combat de 8 à 12 hommes avec armes automatiques et initiative individuelle est la formation tactique de base pour toutes les forces de l'OTAN. » Cette décision affecte des millions de soldats dans des dizaines de pays. André Lafargue vit assez longtemps pour voir son idée changer le monde. En 1939, quand la nouvelle guerre commence, il est maintenant général. Il a 60 ans. Ses cheveux sont gris. Sa jambe blessée en 1915 le fait toujours souffrir quand il pleut. Mais son esprit est toujours vif. Il écrit encore des manuels tactiques. Il enseigne encore aux jeunes officiers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lafargue sert dans l'armée française. Il voit ses idées utilisées sur les champs de bataille une fois de plus. Il voit que même les Allemands, qui ont appris leur leçon en 1918, utilisent maintenant des méthodes similaires aux siennes. Cela le rend fier, mais aussi triste. Tant d'hommes sont morts en 1914 et 1915 parce que les généraux refusaient de changer leurs vieilles idées. Après la guerre, Lafargue devient célèbre dans les cercles militaires du monde entier. Ses manuels tactiques sont traduits en 14 langues différentes. Des officiers de tous les pays
viennent lui poser des questions. Il voyage en Amérique, en Angleterre, même en Allemagne pour donner des conférences. Partout, les gens veulent savoir comment il a eu cette idée révolutionnaire. Lafargue répond toujours la même chose. Je n'ai rien inventé. J'ai seulement observé. J'ai vu comment les soldats mouraient avec les anciennes méthodes. J'ai vu comment ils vivaient avec les nouvelles. La vraie innovation n'est pas d'avoir des idées nouvelles. C'est d'avoir le courage d'abandonner les vieilles idées qui ne marchent plus. Cette leçon devient importante bien au-delà du monde militaire. Dans les années 1950 et 1960, les écoles de commerce enseignent l'histoire de l'armée française comme exemple d'adaptation réussie. Ils disent aux futurs chefs d'entreprise « Regardez comment les Français ont changé leur façon de faire la guerre. Ils ont abandonné 100 ans de tradition militaire parce que cette tradition tuait leur homme. Vous aussi, vous devez être prêts à abandonner vos vieilles méthodes quand elles ne marchent plus. » Les principes découverts par les Français en 1916 mais 1918 dominent encore la guerre moderne aujourd'hui. Dans les conflits du XXIe siècle, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, les soldats combattent toujours en petits groupes. Ils prennent toujours des décisions indépendantes. Ils utilisent toujours des armes automatiques légères. Les noms des armes ont changé. Les uniformes sont différents. Mais les principes de base restent les mêmes que ceux établis par l'armée française il y a plus de 100 ans. Un manuel militaire américain de 2015 pour les opérations en Afghanistan dit « L'escouade d'infanterie reste l'unité de combat fondamentale. Chaque escouade doit pouvoir opérer de façon indépendante avec un minimum de supervision directe. Les chefs d'escouade doivent prendre des décisions rapides basées sur la situation locale. » Ces mots auraient pu être écrits par Lafargue en 1916. La vraie leçon de cette histoire n'est pas seulement militaire. C'est une leçon sur la nature humaine et le changement. Les Français ont gagné non pas parce qu'ils étaient plus forts que les Britanniques ou les Américains. Ils ont gagné parce qu'ils étaient prêts à apprendre de leurs erreurs. Ils ont vu que leurs anciennes méthodes tuaient leurs hommes et ils ont eu le courage de changer. Les Britanniques et les Américains avaient plus d'hommes, plus d'armes, plus de ressources que les Français, mais ils ont perdu plus de soldats parce qu'ils refusaient de changer. Leurs généraux étaient trop fiers pour admettre qu'ils se trompaient. Ils préféraient envoyer des milliers d'hommes à la mort plutôt que d'abandonner leurs vieilles idées sur comment faire la guerre. Cette résistance au changement est une chose que nous voyons encore aujourd'hui dans tous les domaines de la vie. Les entreprises refusent de changer leurs méthodes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les gouvernements s'accrochent à des politiques qui ne marchent plus. Les gens continuent à faire les choses de la même façon, simplement parce que c'est comme ça qu'elles ont toujours été faites. L'histoire de l'infanterie française nous enseigne quelque chose de vital. Ceux qui apprennent de leur échec survivent et prospèrent. Ceux qui s'accrochent à leurs anciennes méthodes périssent. Les Français ont perdu des centaines de milliers d'hommes en 1914 et 1915 avec leurs vieilles tactiques. Mais ils ont appris. Ils ont changé. Et en 1918, ils avaient l'infanterie la plus efficace du monde. Les Allemands craignaient l'infanterie française non pas pour sa taille, non pas pour sa puissance de feu brut, non pas pour le courage de ses soldats. Ils la craignaient pour quelque chose de plus profond et de plus redoutable, sa capacité d'adaptation. Les Français avaient appris à évoluer, à changer, à devenir meilleurs, et dans la guerre comme dans la vie, ceux qui peuvent s'adapter sont ceux qui survivent.